Bonjour et bienvenue pour cette deuxième conférence sur les succès significatifs. Après le Boeing 707, nous allons aujourd'hui parler du VTT, car ce dernier a véritablement changé complètement la situation et le marché du vélo. Voyons ça ensemble. Avant le VTT, la situation était pas terrible pour le vélo. Un sport qui était figé dans sa technique et son passé, figé dans une situation un peu ridicule puisque par exemple même le vélo tout-terrain, le cyclocross, était pitoyable à regarder avec ces cyclistes qui portaient leur vélo sur l'épaule pour franchir les difficultés, le tout en utilisant à peu près les mêmes vélos que pour les courses sur route. Ces pauvres vélos ne tenaient pas le choc des courses entières et donc ils avaient même le droit de changer de vélo en cours d'épreuve. La technique utilisée est très rustique, pas très pratique. Par exemple, les dérailleurs. Si vous avez un certain âge, vous vous souvenez sans doute de ces dérailleurs à manipuler par une petite manette qui était fixée sur le cadre et il n'était pas évident de sélectionner les différents rapports, très différents de ce qu'on a eu par la suite avec les dérailleurs Shimano. Du coup, l'image du vélo est plutôt ringarde. Je viens déjà de citer l'exemple du cyclocross, mais pour le cyclotourisme, c'est pareil. Les gens qui partaient en vacances avec leur vélo, qui étaient bardés de sacoches un peu partout, ça donnait vraiment une image de prolétaires qui ne pouvaient pas faire autrement. Bref, à cause de cette image, le marché du vélo est très limité et pas très reluisante. Et c'est vrai que quand on regarde un vélo de course typique des années 70, on voit quelque chose qui semble ne pas avoir évolué depuis des décennies. En effet, ça fait des années et des années que ça ressemble à ça. C'est pas terrible. Et en plus, l'image que j'ai choisie là, c'est quand même le vélo d'Eddy Merckx, c'est-à-dire le vélo du champion qui a dominé incontestablement pendant des décennies tout le cyclisme professionnel. Or, ce vélo n'est pas très différent de ce qu'on pouvait acheter, il était sans doute un peu plus léger. Et d'ailleurs, encore une preuve de l'anachronisme ambiant régnant dans ce domaine technique, c'est qu'à chaque fois que j'ai pu discuter avec un spécialiste, il n'a jamais été capable de m'expliquer pourquoi on imposait cette courbe euh, à la fourche avant pour décaler en quelque sorte la roue avant de dessous le cadre. J'ai demandé des explications plusieurs fois à ce sujet. J'ai jamais pu obtenir une explication satisfaisante. Tout le monde faisait ça sans se poser de questions, alors qu'on aurait pu mettre des fourches droites et changer un petit peu l'angle au niveau de la colonne de direction. Finalement, le déclic est venu des USA avec, au milieu des années 70, quelques passionnés qui inventent un nouveau type de course, la descente de montagne. Alors montagne, c'est éventuellement un grand mot parce que ça pouvait être aussi simplement des collines, mais le but du jeu, c'était de dévaler à toute vitesse des sentiers de terre battue, où là, c'était plus l'habilité que la force des mollets qui comptait. Pour arriver à faire ça, au début, c'était juste une petite poignée. Ils ont adapté des cruisers de la marque Schwinn, un grand classique aux États-Unis qu'on reconnaît assez facilement avec ce cadre au tube courbe. Tout cela se déroule au milieu des années 70, mais dès la fin des années 70, en 79, la firme Mountain Bikes est créée par un de ces spécialistes qui sent que le marché est prêt à accepter des vélos spécialisés. Alors ces tout premiers VTT sont en fait des cruisers modifiés pour ce qu'on appelle à ce moment-là les repack races, parce qu'il fallait refaire les garnitures de freins après chaque course. Évidemment, on utilisait beaucoup les freins dans ce qui était une course de descente. Très vite, les compétitions ont débarqué également en Europe. Dès 1984, en France, à côté de Fréjus, pour la course Rock d'Azur qui est devenue célèbre, mais aussi
en 1987 pour l'organisation des premiers championnats du monde de VTT qui a eu lieu à Villard-de-Lans. Au début, ça rassemble surtout des passionnés, peu, qui sont au courant de ce nouveau type de course, mais très rapidement, le mouvement fait boule de neige et le marché s'étend. Et du coup, comme une mode est lancée, les constructeurs embrayent. À ce moment-là, c'est-à-dire milieu des années 80, le VTT devient une tendance lourde. C'est plus une mode qu'un nouveau type de compétition, parce que tout le monde se met à acheter ce genre de vélo, et pas seulement pour courir dans les compétitions spécialisées. C'est en ça que le VTT est véritablement un élément pivot, un game changer, comme disent les Américains, puisqu'il a rajeuni le vélo et lui a donné une image cool. Du coup, le marché s'est élargi bien au-delà de la niche initiale des cyclistes. En fait, le VTT symbolise l'engin de loisir exactement de la même façon que ça s'est déroulé dans le milieu, dans le marché de la moto dans les années 60. Tout le monde pense à la Honda 750 qui a symbolisé le renouveau de la moto à la fin des années 60, mais en vérité, le véritable engin qui a été le pivot de cette évolution, c'est la Yamaha DT1, qui a été la toute première trail bike. On en voit ici une photo. C'est l'ancêtre, c'est la pionnière, la toute première machine, tout chemin, tout terrain, mais qui était civilisée, qui n'était pas une machine spécialisée tout terrain, qui pouvait aussi marcher sur la route et qui n'imposait pas, par exemple, et c'était un point important, de mettre du mélange dans le réservoir, puisqu'il y avait un système de distribution d'huile séparé. Les Japonais avaient pensé à tous les détails, et surtout les détails pratiques, pour intéresser la plus grande part du marché, et pas seulement les passionnés, les enthousiastes. On voit là un parallèle entre le marché de la moto et le marché du vélo. Les enseignements de cette histoire, c'est le principe de ringardise. La nature a horreur du vide et les marchés réagissent à la ringardise. Tout simplement parce que quand un secteur qui pourrait se développer est resté figé dans son passé, il suffit d'un petit déclic pour que tout d'un coup, il est renouvelé et redevienne cool. C'est ce qui s'est passé avec le VTT, avec ce produit pivot qui a élargi le marché très largement, puisque la plupart des VTT sont également utilisés par des gens ordinaires sur le goudron, sur la route, un peu comme les 4x4 en voiture, mais il est beaucoup plus pratique, il est beaucoup plus rationnel d'utiliser un VTT pour la balade plutôt qu'un vélo véritablement de course qui est beaucoup moins confortable. En plus de ça, on a là un enseignement général qui est que l'image détermine la taille du marché grand public, l'image bien plus que les caractéristiques techniques, car c'est l'image qui véhicule l'idée qu'a le grand public si tel ou tel produit ou telle catégorie de produits est fait pour lui. Voilà pour ce VTT qui est maintenant complètement intégré dans le paysage, mais qui a été véritablement un élément pivot au moment des années 80 pour renouveler complètement l'image du vélo. On s'en souvient pas bien, mais dans les années 70, le vélo c'était ringard et le VTT a complètement nettoyé ça. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle conférence sur les succès significatifs.